Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier la 11e règle de René Descartes. Après avoir aperçu par l'intuition quelques propositions simples, si nous en concluons quelques autres, il est inutile de les suivre sans interrompre un seul instant le mouvement de la pensée, de réfléchir à leur rapport mutuel, et d'en concevoir distinctement à la fois le plus grand nombre possible. C'est le moyen de donner à notre science plus de certitude, et à notre esprit plus détendu. C'est ici le lieu d'expliquer avec plus de clarté, ce que nous avons dit de l'intuition à la règle 3e et 7e. Dans l'une nous l'avons opposé à la déduction, dans l'autre seulement à l'énumération, que nous avons défini une collection de plusieurs choses distinctes, tandis que la simple opération de déduire une chose d'une autre se fait par l'intuition. Il en a dû être ainsi, car nous exigeons deux conditions pour l'intuition, savoir que la proposition apparaisse claire et distincte, ensuite qu'elle soit comprise tout entière à la fois et non successivement. La déduction au contraire, si, comme dans la règle 3e, nous examinons sa formation, ne parvient pas s'opérer instantanément, mais elle implique un certain mouvement de notre esprit inférant une chose d'une autre. Aussi dans cette règle l'avons-nous à bon droit distingué de l'intuition. Mais si nous la considérons comme faite, suivant ce que nous avons dit à la règle 7e, alors il ne désigne plus un mouvement, mais le terme d'un mouvement. Aussi supposons-nous qu'on la voit par intuition quand elle est simple et claire, mais non quand elle est multiple et enveloppée. Alors nous lui avons donné le nom d'énumération et d'induction, parce qu'elle ne peut pas être comprise tout entière d'un seul coup par l'esprit, mais que sa certitude dépend en quelque façon de la mémoire, qui doit conserver les jugements portés sur chacune des parties, afin d'en conclure un jugement unique. Toutes ces distinctions étaient nécessaires pour l'intelligence de cette règle. La 9e ayant traité de l'intuition, et la 10e de l'énumération, la règle actuelle explique comment ces deux règles s'aident et se perfectionnent mutuellement, au point de paroître n'en faire qu'une seule, en vertu d'un mouvement de la pensée qui considère attentivement chaque objet en particulier, et en même temps passe à d'autres objets. Nous trouvons à cela le double avantage, d'une part de connaître avec plus de certitude, la conclusion qui nous occupe, d'autre part de rendre notre esprit plus apte à en découvrir d'autres. En effet, la mémoire, dont nous avons dit que dépend la certitude des conclusions trop complexes, pour que l'intuition puisse les embrasser d'un seul coup, la mémoire, faible et fugitive de sa nature, a besoin d'être renouvelée et raffermie par ce mouvement continuel et répété de la pensée. Ainsi quand, après plusieurs opérations, je viens à connaître quel est le rapport entre une première et une seconde grandeur, entre une seconde et une troisième, entre une troisième et une quatrième, enfin entre une quatrième et une cinquième, je ne vois pas pour cela le rapport de la première à la cinquième, et je ne puis le déduire des rapports déjà connus sans me les rappeler tous. Il est donc nécessaire que ma pensée les parcourt de nouveau, jusqu'à ce qu'enfin je puisse passer de la première à la dernière assez vite pour paraître, presque sans le secours de la mémoire, en embrasser la totalité d'une seule et même intuition. Cette méthode, comme tout le monde le voit, remédie à la lenteur de l'esprit, et augmente même son étendue. Mais ce qu'il faut en outre remarquer, c'est que l'utilité de cette règle consiste surtout en ce que, accoutumés à réfléchir à la dépendance mutuelle de propositions simples, nous acquérons l'habitude de distinguer d'un seul coup, celles qui sont plus ou moins relatives,
et par quel degré il faut passer pour les ramener à l'absolu. Par exemple, si je parcours un certain nombre de grandeurs en proportion continue, je remarquerai tout ceci, savoir, que c'est par une conception égale, et ni plus ni moins facile, que je reconnais le rapport de la première à la deuxième, de la deuxième à la troisième, de la troisième à la quatrième, et ainsi de suite, tandis qu'il ne m'est pas si facile de reconnaître dans quelle dépendance est la seconde de la première et de la troisième tout à la fois, beaucoup plus difficile de reconnaître dans quelle dépendance est la seconde de la première et de la quatrième, et ainsi des autres. Par là je comprends pourquoi, si on ne me donne que la première et la seconde, je puis trouver la troisième et la quatrième et les autres, parce que cela se fait soit par des conceptions particulières et distinctes. Si au contraire on ne me donne que la première ou la troisième, je ne découvrirai pas si facilement celle du milieu, parce que cela ne se peut faire que par une conception qui embrasse à la fois deux des précédentes. Si l'on ne me donne que la première et la quatrième, il me sera plus difficile encore de trouver les deux moyennes, parce qu'il faut d'un seul coup embrasser trois conceptions, en sorte que conséquemment il paraîtra encore plus difficile, la première et la cinquième étant données, de trouver les trois moyennes. Mais il est une autre raison, pour qu'il en arrive autrement, c'est qu'encore bien qu'il y ait dans notre dernier exemple quatre conceptions jointes ensemble, il est possible cependant de les séparer, parce que le nombre 4 se divise par un autre nombre. Ainsi je puis chercher la troisième grandeur seulement entre la première et la cinquième, ensuite la deuxième entre la première et la troisième, etc. L'homme accoutumé à réfléchir à ce procédé, chaque fois qu'il examinera une question nouvelle, reconnaîtra aussitôt la cause de la difficulté, et en même temps le mode de solution le plus simple de tous, ce qui est le plus puissant secours pour la connaissance de la vérité. Je vous en remercie. Bon.